J'ai pleuré si fort sur le chemin du retour de l'aéroport que j'ai dû m'arrêter 2 fois. Non pas parce que je m'effondrais, mais parce que je devais voir la route assez clairement pour rentrer chez moi et finir ce que j'avais commencé. Au moment où j'ai tourné dans notre rue, la notification de la carte d'embarquement de Daniel illuminait déjà son iPad sur le comptoir de la cuisine, celui qu'il avait laissé par accident. Le temps que je me prépare un café, mon avocat avait confirmé la réception du dépôt de la demande. Le temps que je m'assois à mon bureau, la totalité des 720 000 $ était exactement là où elle devait être, sur un compte dont Daniel ignorait l'existence. Il ignorait beaucoup de choses. Il s'est avéré qu'il ne savait pas que j'avais trouvé le bail. Il ne connaissait pas l'existence du second téléphone. Il ne savait pas que ma conseillère financière, Carole Ngand, m'avait discrètement aidé à tracer ses mouvements à travers notre argent pendant 11 jours. Il ne savait pas que la femme qu'il pensait être son épouse loyale et légèrement naïve avait passé la dernière semaine et demie à constituer un dossier suffisamment épais pour le détruire. Il pensait monter dans un avion pour le Canada. En réalité, il montait dans un avion pour le reste de sa vie, sans un seul de mes dollars en poche. C'est ici que je suis censé dire que je ne l'ai jamais vu venir. Que Daniel était la dernière personne sur Terre que j'aurais soupçonné. Que nos 12 années ensemble étaient pleines de chaleur, de confiance, de dimanche matin et de blagues entre nous. Tout cela est vrai, et rien de tout cela ne m'a sauvé. J'ai rencontré Daniel lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants où j'étais au conseil d'administration. Il était grand, prévenant, portait son col ouvert et a passé 45 minutes à parler à la plus ancienne bénévole de la salle avant de se présenter à moi. Je me souviens avoir pensé, celui-ci est différent. Il m'a posé 3 questions avant de me demander mon numéro. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Il était chef de projet de niveau intermédiaire pour une société immobilière commerciale. Stable, respecté, ambitieux sans être avide. J'étais l'avocate principale d'un petit groupe de capital investissement, ce qui semble plus glamour que ça ne l'est. Principalement, cela signifiait de longues heures, des contrats détaillés et une rémunération qui m'avait permis de construire en une décennie ce que ma mère aurait appelé une véritable sécurité. J'avais aussi mon héritage. Mes 2 parents étaient décédés avant mes 34 ans. Mon père d'abord, puis ma mère 2 ans plus tard. L'argent qu'ils m'ont laissé était investi prudemment, principalement dans des instruments à faible risque et une propriété commerciale qui, au fil des ans, était devenue quelque chose de considérable. Je les gardais séparés, non par méfiance, juste par habitude. J'entendais la voix de ma mère dans ma tête, une femme devrait toujours avoir son propre compte, ma chérie, juste au cas où. Ma conseillère financière, Carole Ngand, 15 ans en gestion de patrimoine, anciennement chez Merrill Lynch, dirigeant maintenant son propre cabinet de conseil, m'avait aidé à le structurer depuis le début. Elle avait mis en place les comptes, le libellé de la fiducie, les désignations de bénéficiaires. Elle savait exactement ce que j'avais et comment c'était détenu. Daniel savait que j'avais de l'argent. Il n'en connaissait pas toute l'étendue. Ce n'était pas de la tromperie de ma part. C'était juste la façon dont j'avais toujours fonctionné. Le tableau complet était entre moi et Carole. Avec le recul, je pense que cela le dérangeait plus qu'il ne l'a jamais laissé paraître. Le premier signe que j'ai remarqué n'était pas ce à quoi on pourrait s'attendre. Ce n'était pas du rouge à lèvres sur un col ou une soirée tardive suspecte. C'était une notification de calendrier. J'utilisais le téléphone de Daniel pour vérifier l'heure. Le mien chargeait dans l'autre pièce. Quand j'ai vu un rappel apparaître pour quelque chose appelé examen de la holding MBT, je n'y ai pas prêté attention. Il avait constamment des réunions, mais le lieu associé au rappel n'était pas son bureau. C'était un immeuble sur l'avenue Beacle à Miami. Je me suis dit qu'il était probablement consultant sur un projet de développement là-bas. Son entreprise avait des clients en Floride. C'était logique. J'ai reposé le téléphone et suis retourné préparer le dîner, mais le mot est resté avec moi. Holding MBT. Cette nuit-là, après que Daniel se soit endormi, je l'ai tapé sur mon ordinateur portable. Rien n'est apparu facilement. Une petite société à responsabilité limitée enregistrée dans le Delaware, déposée il y a 18 mois. Aucune présence publique, pas de site web. L'adresse de l'agent enregistré était un service de boîte aux lettres. J'ai fermé l'ordinateur portable et suis allé me coucher, ou du moins j'ai essayé. Je n'ai rien dit à Daniel. Je n'étais pas prête.
La partie de moi qui avait passé 12 ans à faire confiance à cet homme continuait de trouver des explications, un investissement parallèle, une entreprise commerciale dont il avait honte, quelque chose qu'il préparait comme une surprise. Je suis avocate. Je sais ce qu'est une preuve, et je n'en avais aucune. Ce que j'avais, c'était un mauvais pressentiment que je ne pouvais pas chasser. 2 semaines plus tard, je suis rentré à la maison pour trouver Daniel au téléphone. Il a mis fin à l'appel au moment où il a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il m'a embrassé pour me dire bonjour, m'a versé du vin, m'a demandé comment s'était passée ma journée. Tout était complètement normal, tout était légèrement trop délibéré. Cette nuit-là, j'ai vérifié notre compte joint, celui que nous utilisions pour les dépenses du ménage, l'hypothèque, la vie courante. Daniel le gérait. Je ne m'en étais jamais particulièrement soucié. Carole s'occupait de mes vraies finances, et je lui faisais confiance pour les frais mensuels. Le solde était plus bas qu'il n'aurait dû l'être, pas de façon dramatique. Pas d'une manière qui aurait alarmé quelqu'un qui ne prêtait pas attention. Environ 12 000 $ de moins que ce à quoi je m'attendais compte tenu des dépôts que nous avions faits ce mois-là. Je me suis dit que c'était un flottement de trésorerie. Un paiement qui n'avait pas été compensé. Puis j'ai vérifié à nouveau la semaine suivante, et la semaine d'après. Le solde continuait de baisser, discrètement, progressivement, comme une fuite lente dont on pourrait presque se convaincre qu'elle est normale. J'ai appelé Carole un mardi après-midi et je lui ai dit ce que je voyais. Elle a écouté sans interrompre, ce qui est la chose la plus caractéristique de Carole. Elle ne parle jamais avant d'avoir compris toute la dimension du problème. Envoyez-moi un accès en lecture au compte joint, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Vous pensez que quelque chose ne va pas? Je pense que quelque chose mérite d'être examiné. Elle m'a rappelé dans les 48 heures. Vous devez vous asseoir, a-t-elle dit. J'étais déjà assise. Les transferts ont commencé il y a 8 mois. Petit au début, quelques milliers par-ci par-là, assez pour rester en dessous des seuils de signalement automatisés. Puis ils sont devenus plus importants. L'argent va sur 3 comptes différents. Elle a fait une pause. Aucun d'entre eux n'est à vous. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Combien au total jusqu'à présent? Environ 400 000. Je veux être précise sur ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, car j'y ai beaucoup pensé depuis. Ce n'était pas de la panique. Ce n'était même pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid. C'était le sentiment de voir une pièce de puzzle se mettre en place, la société à responsabilité limitée Holding MBT, le rappel de calendrier de Miami, les appels téléphoniques interrompus, la normalité soignée. Et de comprendre que l'image qui se dessinait n'était pas celle que j'avais jamais imaginée possible. J'ai dit à Carole que j'avais besoin de 24 heures avant de décider quoi faire. J'ai passé cette nuit à tout examiner ce que je pouvais accéder sans me trahir. Notre compte cloud partagé, que Daniel avait cessé d'utiliser pour la plupart des choses, mais qui contenait encore quelques fichiers plus anciens synchronisés. Un dossier Google Drive avec des documents ménagers. L'iPad qu'il avait laissé sur le comptoir de la cuisine il y a 3 mois et qu'il ne semblait jamais utiliser. L'iPad avait un code d'accès, mais il l'avait configuré lorsque nous nous sommes mis ensemble et utilisait les 4 mêmes chiffres qu'il utilisait pour tout. Notre anniversaire de mariage. J'y suis entré en moins de 30 secondes. Son courrier électronique était connecté. J'ai lu pendant 2 heures et 40 minutes. Quand j'ai reposé l'iPad, mes mains étaient parfaitement stables. Je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué parce que la stabilité semblait déplacée. Je lisais la fin de mon mariage et mes mains ne tremblaient pas. Plus tard, j'ai compris pourquoi. Quelque part dans les 10 premières minutes, quelque chose en moi avait pris une décision. Les mains le savaient avant que le reste de moi ne comprenne. Elle s'appelait Olivia Bennett. Elle avait 31 ans. Ils étaient ensemble depuis près de 18 mois. Les courriels m'en ont appris la plus grande partie. Carole a reconstitué le reste au cours de la semaine suivante. La société à responsabilité limitée, MBT Holding, était le véhicule de Daniel. Olivia était copropriétaire. Le plan, exposé dans une série de courriels avec l'insouciance des gens qui croient qu'ils ne seront jamais découverts, était le suivant. Daniel me dirait qu'il avait accepté un poste de direction de 2 ans dans une société de développement à Toronto. Crédible, plausible, son industrie, sa trajectoire de carrière. Il l'avait préparé des mois à l'avance,
créant même une trace de correspondance professionnelle que j'étais censé découvrir si je cherchais. Il s'envolerait pour Toronto, y resterait 3 jours, assez pour établir le prétexte, puis se redirigerait discrètement vers Miami, où Olivia et un bail de pantouse de 12 mois l'attendaient. Le temps que je demande le divorce, ce qui, selon lui, prendrait des semaines ou des mois, en supposant que je fasse même le lien, il aurait structuré les transferts d'argent via la société à responsabilité limitée d'une manière qui rendrait la récupération compliquée. Pas impossible, mais suffisamment compliquée et lente pour que la plupart de ses gains soient protégés le temps qu'un tribunal s'en mêle. Il avait déplacé au total 720 000 $. Mon héritage, l'argent de mes parents, le compte que j'avais constitué avant même que Daniel n'apprenne mon nom de famille. Il avait trouvé les codes d'accès dans mon bureau 18 mois plus tôt. Il avait été patient, méthodique, attendant d'avoir Olivia, la société à responsabilité limitée, le bail, l'histoire de Toronto, tout aligné avant de commencer à déplacer de l'argent. Il avait planifié cela pendant 1 an et demi, et il l'avait bien planifié. Presque. Carole et moi nous sommes rencontrés en personne un mercredi matin. Son bureau se trouve au 14e étage d'un immeuble de verre en centre-ville. Le genre d'endroit où le café est toujours parfait et où la vue vous donne l'impression que les problèmes peuvent être résolus. Je lui ai tout dit. Elle était assise en face de moi avec ses lunettes de lecture et un bloc-notes jaune sur le bureau. Carole prend encore des notes à la main. Et elle n'a réagi à rien de tout cela. Ni à la liaison. Ni au fait qu'Olivia était enceinte. Ni à l'année et demie de planification. Elle a juste écrit, puis elle a levé les yeux. Voici ce que je peux faire, a-t-elle dit. L'argent sur les comptes de la société à responsabilité limitée. Il a été négligent. Il a utilisé les mêmes informations de transfert pour les 3. J'ai identifié l'institution. Si vous avez les informations de connexion, vous pouvez lancer une demande d'annulation dans le cadre de vos droits en tant que titulaire du compte d'origine. J'ai les informations de connexion. Elle a posé son stylo. Alors nous pouvons le rapatrier avant qu'il ne parte. Avant qu'il ne parte. Elle m'a regardé fixement. Mais vous devez décider comment vous voulez jouer le départ, car une fois que vous aurez déplacé l'argent, il le saura en quelques heures. J'y ai réfléchi pendant un instant exactement. Je le veux d'abord dans l'avion, ai-je dit. Je veux qu'il soit en l'air. Carole a hoché lentement la tête. Alors nous attendons. J'ai également appelé mon avocate, Myriam Holt, le même après-midi. Myriam Holt est une spécialiste du droit de la famille avec 22 ans d'expérience, 3 articles publiés sur le recouvrement d'actifs et les procédures de divorce, et une réputation dans la ville qui signifie que les juges prennent ses dépôts au sérieux dès leur arrivée. Elle ne vous dira pas quelle est la meilleure de la ville. Elle n'en a pas besoin. Les autres avocats du tribunal de la famille le font pour elle, généralement sur des tons qui suggèrent un léger ressentiment. C'est le genre d'avocate qui n'élève pas la voix parce qu'elle n'en a pas besoin. J'avais travaillé avec elle une fois auparavant, professionnellement, lorsqu'un collègue avait eu besoin d'aide pour une situation de garde d'enfant. J'avais vu son travail. Je savais ce que j'obtenais en composant son numéro. Je lui ai tout dit, absolument tout, de la manière précise et organisée dont on dit les choses à un avocat. Chronologique, sourcé, sans commentaire émotionnel. Elle a écouté sans interrompre, ce qui, j'ai appris depuis, est un diagnostic. Myriam n'interrompt que lorsque quelque chose que vous avez dit est faux. Quand j'ai fini, elle n'a rien dit pendant presque 2 minutes complètes. D'accord, a-t-elle dit. Voici ce dont j'ai besoin. Elle a posé 12 questions précises sur la structure de la fiducie de l'héritage, l'état de la documentation de transfert, les détails de l'enregistrement de la société à responsabilité limitée, la chronologie du bail, la nature des archives de courriel auxquelles j'avais accédé. Et si j'avais des témoins indépendants qui pouvaient corroborer quoi que ce soit. J'ai répondu oui à la plupart d'entre elles. Elle m'a dit ce dont elle avait besoin d'autre avant de pouvoir déposer la demande. J'ai passé les 4 jours suivants à l'obtenir. J'ai tout documenté. Les courriels imprimés depuis l'iPad, que j'avais photographiés avec mon propre téléphone avant de me déconnecter, pour qu'il y ait un horodatage sur l'enregistrement. Les documents de la société à responsabilité limitée extraits de la base de données du secrétaire d'État du Delaware. Le contrat de bail que j'avais trouvé dans la poche de son blazer en faisant son bagage à main. Ce dernier point me dérange encore quand j'y pense. Il avait été si prudent pour tout le reste. Les montants de transfert progressifs,
la société à responsabilité limitée intraçable, l'alibi élaboré de Toronto, et puis il avait laissé le bail imprimé sur papier, plié dans une veste qu'il avait portée pour dîner 7 jours avant son départ. Un moment d'inattention en 18 mois de précision. J'y pense parfois, à quel point il est passé près. Les relevés de transfert d'argent que Carole avait compilés sont également allés dans le dossier, organisé par date, montant et compte de destination. J'ai tout ongleté et codé par couleur par catégorie. Documentation financière en bleu, archives de courriel en rouge, documents de propriété en vert. Puis j'ai envoyé à Myriam une copie numérique sécurisée sur un disque crypté et j'ai gardé le dossier physique verrouillé dans ma voiture. Elle m'a appelé la veille du vol de Daniel. C'est solide, a-t-elle dit. Je peux déposer dès que vous me donnez le feu vert. Jeudi matin, ai-je dit, après qu'il soit en l'air. Et l'adresse pour la signification. Je lui ai lu l'adresse du Penthouse de Miami du contrat de bail, unité 2204. Celle avec la vue sur l'océan que Daniel avait décrite à Olivia dans un courriel comme exactement ce que tu mérites. Parfait, a dit Myriam. Il y a eu une pause. Comment allez-vous? C'était la première fois que quelqu'un me posait cette question en 11 jours. J'avais fonctionné si continuellement en mode de documentation et de préparation que j'y avais à peine pensé. Demandez-moi vendredi, ai-je dit. J'ai dormi 8 heures cette nuit-là, d'un sommeil profond et sans rêve. J'y ai beaucoup pensé depuis. Ce que cela signifie que mon corps ait pu faire ça, ait pu simplement décider que l'urgence était suffisamment contenue pour se reposer. Je ne pense pas que ce soit de l'insensibilité. Je pense que c'est ce qui arrive quand la partie de vous qui a eu peur pendant des mois comprend enfin que le danger n'est plus devant vous. Il a déjà été surmonté. Il suffit de passer à travers la faim. Le jeudi matin est arrivé, gris et frais. Daniel est descendu à 5 heures du matin avec sa valise à roulettes et l'expression particulière d'un homme jouant la nonchalance. Légèrement trop détendu, légèrement trop à l'aise. J'avais préparé du café. Je lui ai tendu sa tasse de voyage et lui ai demandé s'il avait son passeport, et il a dit oui. Et j'ai dit, a-t-il pensé à son chargeur? Et il a dit, bien sûr. Et nous étions 2 personnes jouant une scène que nous avions répétée pendant tout notre mariage, sauf que l'une de nous savait que c'était la dernière fois. Je l'ai conduit à l'aéroport. J'ai pleuré dans la voiture. Le chagrin était réel. Je veux dire cela parce qu'il serait facile de faire de cette histoire celle d'une femme qui n'a rien ressenti et a exécuté un plan. La vérité est que j'étais assise sur le siège conducteur de notre Honda Pilot commune et j'ai pleuré pendant la majeure partie des 40 minutes de trajet parce que 12 ans d'une vie, ce sont 12 ans d'une vie, et ça se terminait. Et ça se terminait comme ça. Daniel a posé sa main sur la mienne à un feu rouge. Il a dit, 2 ans passeront vite. J'ai hoché la tête et essuyé mes larmes. Au terminal des départs, il m'a embrassé 2 fois et m'a dit qu'il m'aimait. Je lui ai dit que je l'aimais aussi. Il a pris son sac et a franchi les portes coulissantes en verre, et je l'ai regardé jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. Puis, je suis rentré à la maison. À 9h47, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au premier compte de transfert en utilisant les informations que Carole avait identifiées. Puis le deuxième, puis le troisième. J'ai initié les annulations. L'ensemble du processus a pris 11 minutes. 720 000 $. Rapatriés sur un compte dont Daniel ignorait l'existence. Celui, privé, que Carole et moi avions mis en place des années auparavant, précisément pour un moment exactement comme celui-ci, que j'avais toujours cru ne jamais arriver. À 10h03, j'ai appelé Myriam. Déposez-le, ai-je dit. Tout de suite. Tout de suite. À 10h11, elle a confirmé que les documents étaient soumis. À 10h14, je me suis préparé une deuxième tasse de café et je me suis assise dans ma cuisine, regardant par la fenêtre le jardin que Daniel avait toujours eu l'intention de réaménager et ne l'avait jamais fait. À 12h22, mon téléphone a sonné. C'était Daniel. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. Salut, ai-je dit. Salut. Sa voix était mesurée et contrôlée, mais en dessous, il y avait quelque chose de tendu. Ma carte ne fonctionne pas. C'est étrange. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le compte? Je ne pense pas. Pourquoi? Il y a eu une pause. Peux-tu vérifier? Je viens de le faire, ai-je dit.
Le solde est de 0. Il y a eu un silence. Pas le silence de la confusion. Le silence d'un homme recalculant rapidement. Qu'est-ce que cela signifie, a-t-il demandé prudemment. Cela signifie que tu devrais probablement appeler Olivia, ai-je dit. J'ai entendu dire que Miami est cher, surtout avec un bébé en route. Le silence qui a suivi était différent. Plus long, du genre qui signifie que quelqu'un a arrêté de faire semblant. Tu as trouvé le bail, a-t-il dit finalement. Ce n'était pas une question. J'ai trouvé le bail, ai-je dit. J'ai trouvé les courriels. J'ai trouvé la société à responsabilité limitée. J'ai trouvé les comptes de transfert. J'ai fait une pause. J'ai tout trouvé, Daniel. Il a commencé à parler. Les mots sont venus rapidement, se chevauchant, toute l'architecture du mensonge s'effondrant d'un seul coup. Londres était réel. Le bail était un investissement. Olivia était un contact professionnel. L'argent était une propriété mutuelle et je ne pouvais pas simplement. Et je l'ai laissé continuer jusqu'à ce qu'il s'épuise. Les papiers du divorce sont en cours de signification à l'adresse de Miami, ai-je dit. Celle sur le bail. Ton avocat va vouloir discuter des 720 000 $ que tu as transférés de mon compte d'héritage au cours des 8 derniers mois. Mon avocate a les relevés de transfert, les documents de la société à responsabilité limitée et tes courriels. Tous. Un long soupir épuisé. Tu ne peux pas prouver que cet argent était juste à toi. C'était mon nom, mon héritage, les comptes de mes parents qui m'ont été transférés par une procédure de succession documentée, détenue dans une fiducie privée qui précède notre mariage de 4 ans. J'ai laissé cela faire son effet. Il a dit mon nom. Ne fais pas ça, ai-je dit. J'ai raccroché. Pendant 30 secondes, je suis resté complètement immobile dans ma cuisine. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, un message texte, 4 mots. Nous devons parler. Et sous les mots, une photographie. Moi, debout devant l'immeuble de bureau de Carole, prise de l'autre côté de la rue. L'horodatage sur la photo était hier à 14h14. Ma première réaction a été pratique. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai transmise à Myriam. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé la photographie pendant un long moment. Elle avait été prise en hauteur, au-dessus du niveau de la rue, probablement d'une fenêtre du 2e étage ou d'une terrasse extérieure, avec un objectif capable de résoudre clairement mon visage à une distance qui devait être d'au moins 100 pieds. La personne qui l'avait prise savait ce qu'elle faisait. Le cadrage était délibéré. Moi au centre, l'immeuble de Carole clairement visible derrière moi. L'horodatage visible dans le coin de l'image. Ce n'était pas une menace construite par un amateur. C'était un message de quelqu'un qui voulait que je sache que j'avais été vu. La réponse de Myriam est arrivée en 4 minutes. Appelez-moi immédiatement. J'ai appelé. Quelqu'un vous a surveillé, a-t-elle dit. Il n'y a pas eu de préambule. Cela change les choses. C'est soit Daniel, ce qui signifie qu'il savait que vous étiez en train d'agir, soit c'est quelqu'un d'autre, ce qui signifie qu'il y a une pièce de ce puzzle que vous n'avez pas encore. Que dois-je faire? J'y étais en 20 minutes. L'heure qui a suivi a été l'une des plus déroutantes de ces semaines. Je pensais avoir le tableau complet, 8 mois de fraude financière, la liaison, la grossesse, le mensonge de Toronto, la société à responsabilité limitée. J'avais pensé avoir tout assemblé. La photographie m'a dit que non. Il y avait au moins un autre joueur, peut-être plus, et il m'avait surveillé d'assez près pour savoir quand j'ai rencontré Carole. La question était, qui? Et plus urgemment, que savait-il déjà? Myriam m'a expliqué la situation avec soin. Nous devions supposer le pire, que celui qui avait pris la photo avait une certaine connaissance de ce que j'avais trouvé et de ce que je prévoyais. Cela signifiait que le transfert d'argent et le dépôt de la demande de divorce étaient tous deux maintenant visibles par une partie inconnue qui pourrait travailler avec Daniel ou avoir son propre agenda. Cela pourrait-il être l'autre femme? Ai-je demandé. Olivia Bennett. Myriam a prononcé le nom avec soin, comme si elle en testait le poids. Elle est enceinte. Elle s'attend à ce que Daniel se présente à Miami. Et si elle est intelligente, ce qui est possible, elle se demande ce que vous savez et ce que vous allez faire à ce sujet. Elle m'a regardé. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Daniel avait l'argent,
mais Olivia avait misé son avenir sur un homme qu'elle partageait déjà. Si le plan s'effondrait, si je découvrais tout et que j'étais sur le point de tout anéantir, c'était elle qui se retrouvait avec un nourrisson et une adresse sur un bail qui allait devenir une pièce à conviction dans un divorce. Ce que je ne savais pas, ce que Carole et moi n'avions pas encore trouvé, c'est qu'Olivia Bennett avait son propre avocat. Son nom était Marc Preza, et il était spécialisé dans le recouvrement d'actifs de grande valeur, ce qui, j'ai appris plus tard, est un domaine de pratique très spécifique et agressif. Myriam a immédiatement reconnu son nom lorsque nous l'avons recherché. Ils avaient été de part et d'autre d'une affaire 3 ans plus tôt. Il ne joue pas à des jeux, m'a dit Myriam, assise derrière son bureau avec mon dossier ouvert devant elle. Que veut-elle? Le meilleur scénario pour elle, c'est qu'elle veut une part du patrimoine conjugal, en arguant que les revenus et les investissements de Daniel pendant votre mariage lui appartiennent conjointement et donc à elle en tant que mère de son enfant à naître. Myriam m'a regardé. Calmement. Ce n'est pas un argument solide, mais c'est un argument. La photo signifie que Preza construisait une image de vos mouvements avant que vous n'agissiez. Il a peut-être soupçonné que vous finiriez par comprendre. Daniel le lui a dit, ai-je dit. Presque certainement. Je suis resté avec cette pensée un moment. Il a dit à Olivia que je pourrais comprendre, et son avocat a commencé à me surveiller, ce qui signifiait qu'ils avaient préparé une contre-attaque. Que faisons-nous? Nous déposons aujourd'hui la plainte pour transfert frauduleux, séparément du divorce. C'est de la fraude civile. Les transferts hors de votre fiducie d'héritage constituent une fraude par virement et potentiellement un abus financier envers une personne âgée en vertu de la loi de l'État, compte tenu de la source des fonds. Elle a tourné une page dans mon dossier. J'ai déjà été au téléphone avec un expert comptable judiciaire que j'utilise. Son nom est David Keane, ancien membre de l'unité des crimes financiers du Federal Bureau of Investigation pendant 20 ans. Il produira une carte des transferts qui montrera chaque dollar, chaque compte, chaque date. Les jurys adorent David Keane. Nous allons au procès. Nous allons nous assurer qu'ils savent que nous sommes prêts à le faire. Elle m'a regardé fixement. Des hommes comme Daniel et des avocats comme Preza partent du principe que l'autre partie finira par se lasser, que l'épouse voudra régler l'affaire, y mettre un terme, prendre quelque chose et passer à autre chose. Elle a eu un petit sourire précis. Nous n'allons pas leur donner cette impression. David Keane était un homme compact et prudent, avec des lunettes à monture métallique et la manière de quelqu'un qui a passé sa carrière à rendre des choses compliquées lisibles. Il a passé 2 jours à examiner tout ce que Carole avait compilé et produit. Le 3e jour, un document de 47 pages qu'il a appelé une chronologie des transferts. Il cartographiait chaque mouvement d'argent, les 8 mois de transfert, les 3 comptes récepteurs, la structure de la société à responsabilité limitée, le schéma des montants conçus pour rester en dessous des seuils de déclaration fédéraux. Une technique que Keane a identifiée dans son rapport comme une stratification structurée, une méthode de fraude plus communément associée aux opérations de blanchiment d'argent qu'aux manigances de divorce. Il n'improvisait pas, nous ont dit Keane à Myriam et à moi lorsqu'il nous a expliqué la situation. C'était planifié. La structure suggère qu'il a soit de l'expérience avec ce type de schéma de transfert, soit que quelqu'un l'a conseillé. Preza? A demandé Myriam. Possiblement. La société à responsabilité limitée a été créée avant que tout cela ne commence, et la structure juridique est suffisamment sophistiquée pour que ce ne soit pas Daniel qui ait travaillé seul. Je pensais à Olivia, 31 ans, impliquée avec un homme marié, enceinte, avec un avocat spécialisé dans le recouvrement d'actifs de haut niveau déjà engagé avant même que mon mari ne soit parti pour l'aéroport. Que faisons-nous avec ça? Nous déposons une plainte civile en vertu de la loi RICO, a dit Myriam, en même temps que la plainte pour transfert frauduleux. Cela ajoute Preza au tableau des risques. Personne ne veut de ça sur son dossier d'avocat. Elle a fait une pause. C'est agressif. Bien, ai-je dit. Les 3 semaines suivantes furent le genre de semaines qui vous vieillissent d'une manière irréversible. Myriam a déposé la demande de divorce un jeudi. La plainte pour transfert frauduleux a été déposée le vendredi. La plainte RICO, que Myriam avait pris soin de structurer de manière assez serrée pour qu'elle ne soit pas rejetée d'emblée, a été déposée le lundi suivant. Daniel a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Ces appels sont allés sur la messagerie vocale. Ces messages sont allés à Myriam. Le numéro inconnu m'a de nouveau envoyé un texto. Cela n'a pas à être compliqué.
Je l'ai transmis à Myriam et au détective que Myriam m'avait recommandé de contacter, un ancien enquêteur de la brigade criminelle nommé Paul Carvey, qui faisait maintenant du travail privé pour des avocats dans des affaires civiles complexes. Carvey avait 23 ans au sein du département. Il a pris la photographie et les textos et a identifié le point d'observation en une journée. Un café en face du bureau de Carole, 2e étage, une table avec une ligne de vue directe. Quelqu'un s'est assis là-haut avec un téléobjectif, m'a dit Carvey. Pas Daniel. Il était en réunion localement cet après-midi-là. Je l'ai confirmé. Quelqu'un a engagé Preza. C'est de la communication avocat-client. Je ne peux pas y toucher directement, mais Myriam peut assigner ses relevés de facturation à comparaître lors de la phase de communication des preuves si l'affaire va jusque-là. Il n'a pas été nécessaire d'aller aussi loin. La 4e semaine, Preza a contacté directement Myriam. Il voulait discuter des conditions d'un accord. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans cette pièce parce que j'y pense souvent. Nous étions assis tous les 4 autour d'une table de conférence dans le bureau de Myriam. Myriam et moi d'un côté, Preza et un associé de l'autre. Preza était suave de la manière dont les tyrans compétents sont suaves. Sans hâte, légèrement amusé, parlant avec les cadences mesurées d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut sans paraître vouloir quoi que ce soit. Il a fait une offre d'ouverture. Daniel rendrait 400 000 $. Le reste, a-t-il soutenu, était légitimement des fonds matrimoniaux soumis à une distribution équitable. L'histoire du poste à Toronto avait été un échec de communication. L'implication d'Olivia était une affaire privée sans lien avec les questions financières. Myriam a écouté tout cela sans expression. Puis elle a ouvert le dossier devant elle et a passé 3 documents sur la table. Le premier était la chronologie des transferts de David Keane. Le deuxième était une conclusion préliminaire du bureau du procureur général de l'État. Myriam avait partagé la documentation sur la fraude avec eux discrètement 2 semaines plus tôt, par courtoisie professionnelle. Le troisième était un courriel imprimé daté de 14 mois, provenant d'une adresse enregistrée sur un domaine appartenant au cabinet de Preza, à un avocat spécialisé en société à responsabilité limitée dans le Delaware, établissant la structure de MBT Holding. Preza a regardé le troisième document pendant un long moment. La plainte RICO sera modifiée pour vous inclure nommément si nous ne résolvons pas cela aujourd'hui, a dit Myriam agréablement. Le bureau du procureur général de l'État examine déjà le schéma des transferts. David Keane a été déposé dans 31 affaires fédérales et ses conclusions n'ont jamais été contestées avec succès. Elle a croisé les mains. Ma cliente veut tout récupérer, chaque dollar, plus les frais de justice, plus une renonciation complète à toute réclamation contre la fiducie de l'héritage à perpétuité. L'associé de Preza s'est penché vers lui et a dit quelque chose à voix basse. Preza a ajusté ses manchettes. Nous aurions besoin de discuter. Vous avez jusqu'à 17 h aujourd'hui, a dit Myriam. Après cela, la plainte modifiée est déposée, et cela devient une conversation beaucoup plus vaste. Ils sont partis à 13 h 15. Ils ont rappelé à 16 h 47. Accord complet. Je ne prétendrai pas que tout a été indolore après cela. La résolution juridique et la résolution émotionnelle sont des processus différents sur des échelles de temps différentes, et quiconque vous dit le contraire n'en a pas fait l'expérience. Le divorce a été finalisé 7 mois plus tard. Daniel n'a rien reçu de la fiducie de l'héritage. Les protections prénuptiales combinées aux preuves de transfert frauduleux ont rendu cela net. Il a reçu une partie des biens matrimoniaux que nous avions accumulés conjointement, les meubles, une voiture, un petit compte d'investissement que nous avions ouvert ensemble. Olivia a eu son bébé en mars. Je ne sais rien d'autre à ce sujet, et je n'essaie pas de savoir. Carole et moi avons déjeuné en avril, 1 an après le matin de l'aéroport. Elle a commandé le saumon. Elle m'a dit qu'elle s'était inquiétée pour moi pendant les premières semaines. Non pas que j'allais m'effondrer, mais que j'allais pousser trop fort et oublier de ressentir quoi que ce soit. L'ai-je fait, ai-je demandé. Vous étiez très concentré, a-t-elle dit diplomatiquement. J'ai ri. Le premier vrai rire depuis un moment. Vous m'avez dit de garder ce compte privé il y a des années, ai-je dit. Je me suis moqué de vous. En effet. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Elle a rempli mon verre d'eau. Soyez reconnaissante. Je pense parfois au trajet de retour de l'aéroport. La façon dont le soleil se levait à peine, projetant une lumière basse et orange sur l'autoroute.
Comment les routes étaient presque vides si tôt. Comment j'ai gardé les 2 mains sur le volant et conduit exactement à la vitesse autorisée, et comment j'ai ressenti, sous le chagrin, quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom. Plus tard, j'ai compris ce que c'était. C'était le sentiment d'être exactement qui je devais être, au moment exact où j'avais besoin de l'être. Le sentiment de découvrir que quelque part sous l'épouse qui trouvait des excuses et la femme qui pleurait aux adieux du terminal, il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus stable, de plus prudent, et considérablement plus difficile à surprendre. Daniel pensait qu'il avait épousé une femme qui serait trop dévastée pour penser clairement. Il ne se trompait pas sur la dévastation. Il se trompait sur ce que j'en ferais. Le numéro inconnu m'a envoyé un dernier texto 6 mois après l'accord. J'espère que tu es fier de toi. Je l'ai lu debout dans ma cuisine avec mon café du matin. J'ai pensé à 12 ans. À un homme qui cuisinait le dîner le dimanche, se souvenait de l'anniversaire de ma mère et a planifié pendant 1 an et demi de voler l'argent qu'elle m'avait laissé à sa mort. J'ai pensé au visage de Carole à travers la table du déjeuner. À la voix de Myriam au téléphone. C'est solide. Aux 47 pages de David Kinney à l'expression sur le visage de Preza quand il a lu le 3e document. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir, j'ai fini mon café et je suis parti travailler. Certaines questions répondent d'elles-mêmes. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.